Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique L'Hebdo des éditorialistes. Installés dans ce studio, mes confrères et moi, nous aborderons 3 sujets en une cinquantaine de minutes. Il s'agit des Béninois en difficulté en Algérie, rapatriés de toute urgence. Les progrès faits au Bénin dans la lutte contre le VIH-Sida après 40 ans. Et puis nous allons nous intéresser à l'actualité internationale qui suscite beaucoup d'attention. Je veux parler du renversement du gouvernement Barnier suite à une motion de censure. Mes invités sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir Anselme Pascal Aguerundé qui nous vient du quotidien La Nation. Bonjour. Bonjour chers confrères, c'est toujours un plaisir. Le deuxième sur ce plateau, c'est Prosper Fondiaouko, chef adjoint de la radio CAP-FM. Merci d'être là. Bonjour madame et bonjour aux téléspectateurs de E-Télé. Le plaisir est pour nous de partager ces moments avec vous. Nous installons le débat depuis quelques jours. Des migrants béninois en difficulté en Algérie ont été rapatriés d'urgence. Le retour a été facilité par l'Organisation internationale pour les migrations OIM en collaboration avec le gouvernement béninois. Prosper Vojaunko, immigration clandestine, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que sous nos cieux, on a l'impression que la vie n'est pas belle. On a l'impression que le meilleur se trouve ailleurs. Il faut aller chercher les moyens ailleurs. Quand on regarde le niveau de développement des autres, on pense que c'est là-bas qu'il faut aller se réaliser. C'est aussi les conséquences du sous-emploi dans nos pays, les conséquences des diplômés sans emploi, les conséquences du chômage. Donc, un jeune qui a de l'énergie, qui a envie de travailler et qui n'en a pas trouvé dans son pays ou qui est sous-employé, tous les jours que Dieu fait, il se cherche des occasions, il se cherche des opportunités, il se crée les opportunités par tous les moyens pour pouvoir aller à la recherche des moyens pour vivre. Donc c'est le constat. Quand vous prenez les pays du Maghreb, on a l'impression que ces pays, c'est pas l'impression. En matière de développement, ces pays ont tendance à mieux faire que nous. Donc tout le monde veut, à défaut du mieux, à défaut de se retrouver en Europe, on veut aller dans le Maghreb, on veut aller en Afrique du Sud, on veut aller dans ces pays un peu développés pour se faire les moyens. Alors que, quand vous prenez le continent africain de façon générale, c'est pas mieux, c'est pas beaucoup plus mieux quelque part. Tout le monde se cherche. Dans ces pays, il y a des sous-emplois aussi, il y a des diplômés sans emploi aussi. Donc, le problème de l'emploi n'est pas encore réglé dans certains pays du monde. Donc, ça fait qu'en Afrique, si c'est un pays africain, ou un jeune Africain pense que c'est dans un autre pays africain qu'il va se réaliser, parfois, ce n'est pas facile. Et donc, le problème de migrants est un problème crucial qui doit vraiment faire réfléchir les dirigeants. Pourquoi les jeunes doivent aller à la recherche des moyens dans un autre pays? Pourquoi les jeunes doivent vider les lieux? J'ai l'impression que c'est un couteau à double tranchant. Ça interpelle les dirigeants et ça interpelle aussi la jeunesse. On va y revenir. Anselme Pascal, l'immigration clandestine, vous avez la même question. Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, je m'allie aux différentes explications données par mon confrère. Je suis tout à fait d'accord que de façon générale, c'est cette quête de bonheur, c'est ce vœu de satisfaire quand même les besoins vitaux pour certains bien sûr qui amènent la plupart de ces jeunes-là à chercher à aller vers d'autres destinations. On peut le comprendre. Mais moi, je voudrais simplement également attirer l'attention sur le fait qu'il y en a, et je pense d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux, pour qui l'extérieur est comme, je dirais, une fin en soi. Il y en a qui en ont fait une fixation, qui se sont dit, tant que je n'ai pas réussi à faire ma vie à l'extérieur, c'est que j'aurais échoué pour toute ma vie, c'est que je n'aurais pas trouvé de sens à mon existence. Et je pense que c'est ce qui amène beaucoup de personnes à se jeter comme ça, corps et bras, dans ces genres d'aventures sans lendemain. Et vous savez, l'Algérie, c'est un pays de transit vers le pays d'Europe. Donc la quête est plus grande que l'Algérie. Ils veulent aller bien plus loin.
Mais on sait que l'Algérie aujourd'hui est dans un vaste programme d'austérité à l'égard de tous les migrants. Donc la migration est devenue chose périlleuse en Algérie. Ce n'est pas seulement le Bénin qui en fait les frais. On se souvient que le dernier bilan d'une ONG quand même locale au Niger dit qu'il y a près de 20 000 personnes qui ont été déjà renvoyées au Niger dans des conditions très, très déplorables. C'est d'ailleurs ce pourquoi le Bénin prend ses responsabilités en disant bon, vous ne voulez pas des nôtres et au lieu de les laisser à leur sort, qu'on les embarque dans des camions pour les faire passer par le désert, attendez, on va prendre nos responsabilités et faire revenir ces personnes-là qui sont dans le tourment chez vous. Et ce n'est que bonne chose à saluer. C'est une deuxième vague qui vient d'arriver. Il y a eu une première vague de 150 personnes et là une deuxième vague de 100 personnes. Je pense que nous sommes dans la bonne logique d'aider ces personnes-là à revenir à la réalité. Parce que très souvent, on pense que l'ailleurs est toujours mieux, alors que l'ailleurs n'est pas forcément mieux. On se dit, je préfère trimer ailleurs que de trimer chez moi. Mais pourquoi ne pas trimer ici? Parce qu'on en rencontre beaucoup qui arrivent à y aller, mais qui n'y arrivent pas vraiment. Lorsqu'ils sont là-bas, ils doivent vraiment trimer, faire des métiers, je dirais, un peu déplorables, faire des métiers qui les avilissent, parce que c'est des métiers qu'ils ne pourraient même pas faire ici. C'est des gens qui ne sont pas capables de curer des caniveaux ici, mais qui, là-bas, volontiers le font parce qu'ils se disent, bon, la paix, peut-être, c'est mieux, mais sans oublier également les impôts. Mais ils se disent, bon, j'ai pu réussir quand même, je suis allé à l'extérieur. Donc, l'extérieur est pour eux comme une fin en soi. C'est le plein accomplissement, alors qu'on peut s'accomplir également sur place, malgré les conditions. Pourquoi quitter son pays dans l'espoir d'une vie meilleure, prospère encore? Oui, parce que vous estimez que vous n'êtes pas bien traité chez vous. Vous estimez que vous n'avez pas ce que vous recherchez. Vous estimez que vous n'êtes pas à l'aise. Donc, c'est la raison. Je ne pense pas que quelqu'un qui soit très à l'aise dans son pays puisse vouloir tout le temps aller voir ailleurs. Nous n'acceptons pas souvent les conditions que la nature nous offre ou que la nature nous impose. Personne n'a demandé à naître dans un pays. Personne n'a choisi son pays d'origine. Vous êtes né ou vos parents sont de ce pays, vous êtes d'office originaire de ce pays. Ce n'est pas un choix. Mais souvent, on a l'impression que on ne doit pas naître ici. Il y a des gens qui vont vous dire pourquoi je suis né au Bénin, je ne devais pas naître au Bénin. Pascal a relevé le grand défi où pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, l'extérieur, c'est le rêve, le plus grand rêve. Il y en a qui vont même vous dire, si jamais Dieu me donne la chance de mettre pied dans un pays en Europe, je suis prêt à toutes les conditions, même s'il faut fuir sans papier, je vais vivre en Europe, c'est mon rêve. Donc, c'est des choses comme ça que nous entendons et c'est les conséquences de ce que vous voyez. Donc, parfois, on ne mesure pas la portée des actes qu'on pose. L'extérieur n'est pas une fin en soi. Et donc, les gens pensent que le meilleur se trouve ailleurs. C'est pourquoi on a espoir que dès qu'on va réussir à franchir les frontières de son pays, on pourra mieux vivre. Moi, j'ai l'impression que l'ailleurs n'est pas l'espoir de vie. Ceux qui pensent souvent ça se trompent, à moins que vous avez l'assurance que vous allez vous greffer sur un arbre à l'extérieur en question. On ne va pas à l'extérieur pour aller à l'extérieur. L'extérieur, c'est comme chez nous. Si vous n'avez pas d'assurance de rester chez vous, ce n'est pas chez les autres que ça va arriver. Donc, l'espoir n'est pas ailleurs. Les gens ont l'impression que l'espoir est ailleurs. Ce n'est pas le cas. La preuve, ces dernières années, les chiffres sont effrayants quand on parle de migration. Le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, les pays du Maghreb sont la porte ouverte pour ces Africains, ou je ne sais pas, pour aller en Europe. Il y en a qui meurent dans les eaux tous les jours. Il y en a qui font l'impossible pour arriver dans ces pays, mais qui ne peuvent pas vivre comme un être humain. La dignité est mise à prix, beaucoup de choses. Donc, l'espoir, c'est parce que chez nous, on n'a pas l'emploi. Chez nous, on n'a pas l'impression d'être à l'aise, ou on entend souvent les autres dire que oui, là-bas c'est bien, on est payé à tel, c'est bon, il faut tout faire pour arriver. Il y a les rêves qu'on nous miroite qui ne sont pas vrais, souvent, qui ne sont pas vrais, et il y a le fait que l'homme, l'être humain a toujours envie d'aller découvrir ce qui se passe derrière le mur. Quand on ne voit pas là-bas, on pense que c'est là-bas que tout va bien. Donc on a envie d'aller derrière le mur pour voir ce qui se passe derrière là-bas. Et souvent, ce n'est pas une question d'espoir, c'est une question de curiosité. On veut voir ce qui se passe ailleurs et on tombe dans les travers. Moi, je souhaiterais que ça soit un sujet de réflexion nationale pour qu'on amène les jeunes à voyager quand c'est vraiment... Tu dis que c'est le sous-emploi qui conduit ces jeunes-là. C'est Pascal Aguerundé. Un jeune diplômé qui ne travaille pas a l'impression qu'il a perdu son temps en étudiant ou il peut aller faire valoir son diplôme chez les autres.
Donc, c'est beaucoup de choses. Il n'y a pas que le sous-emploi. Il y a le sous-emploi, il y a les rêves mal écrits, je veux dire. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas que le sous-emploi. Voilà. Le sous-emploi en est pour beaucoup. Et c'est malheureux, mais très souvent, nous avons l'impression que parce qu'on n'a pas notre gagne-pain ici, parce que notre diplôme n'est pas valorisé, et parce qu'on a peut-être essayé d'entreprendre 2 ou 3 choses et que l'on n'a pas forcément eu, c'est pas la réussite que l'on attendait ou que l'on a échoué, on se dit que forcément, ce serait mieux ailleurs. Les mêmes compétences que nous avons, nous les ferions mieux valorisées ailleurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mirage. Parce que parfois, ce n'est que tromperie de l'esprit. Vous voyez, la plupart des personnes qui sont dans cette dynamique-là, pour la plupart, c'est vrai, il y en a pour qui cela se révèle être vraiment, je dirais, favorable et qui finissent par faire une carrière éblouissante à l'extérieur. Mais pour la plupart, dites-moi, quand ils y vont, ils changent carrément de domaine. Vous allez retrouver des personnes qui ont peut-être un master ici, qui se disent que bon, le pays est chaud, il n'y a pas d'emploi, mon diplôme n'est pas valorisé, mais ils vont là-bas, ils iront vendre dans les supermarchés. Donc finalement, ce n'est pas seulement une affaire de diplôme, c'est pas seulement une affaire de diplôme. C'est parfois le rêve de l'extérieur en fait. Le rêve de l'extérieur, tout est meilleur là-bas. C'est vrai, sur beaucoup de points, on peut vraiment se réjouir et se dire que beaucoup de choses sont meilleures. Quand je prends la sécurité sociale, quand je prends le plan médical, mais quand ils y vont, c'est pas comme ici où tu tombes malade, tu n'as pas de ressources, mais tu es laissé pour compte, même si tu es dans un état piteux. Là-bas, quand bien même tu es un expatrié, tu as le minimum, il y a un minimum de considération humaine que l'on a à ton égard, ce qui fait que, bon, on se dit que là-bas, forcément, c'est quand même mieux par rapport à ici, mais ce n'est pas toujours vrai. Oui, mais Ansel Pascal Aguerhoundé, est-ce que les mauvais conseils et aussi la mauvaise information qu'ont souvent ces jeunes ne conduisent pas dans cette situation? Pour certains, on peut parler de mauvais conseils, on peut parler de malinformation ou peut-être même de tromperie de leur contact, parce qu'il y en a également qui y vont juste parce qu'il y a un contact là-bas qui leur font voir peut-être l'Eldorado et qui leur promettent même si elle était riche, j'en connais plusieurs d'ailleurs. Et c'est quand ces personnes-là sont une fois à l'extérieur qu'elles réalisent que ceux qui les ont fait venir ont d'autres intentions, carrément d'autres intentions, parfois des intentions, je dirais même désagréables. Et il y en a, on vous fait venir, on vous fait miroiter beaucoup de choses, vous venez, mais vous constatez que, attention, vous devez vous vendre pour survivre. Vous êtes entré dans un piège. Et j'en connais, je ne parle pas dans le vide, mais il y en a également à qui on dit, mais on a déjà l'hébergement, viens, on est un certain nombre de Béninois, on va t'aider à te construire ici, mais dès que vous arrivez, vous réalisez qu'en fait que eux-mêmes, ils ont loué un appartement et veulent te relouer ça. Donc, vous êtes peut-être en location avec 10 personnes à qui ils ont un seul appartement, mais ils louent à 10 personnes. Donc, c'est en fait pour dire qu'il y a tellement de cas que l'on sait que ce n'est pas une seule raison qui amène les gens à y aller. Mais je pense que les mauvais conseils peuvent également contribuer à cela. Et la malinformation, oui, parce qu'il y a de ces jeunes-là qui n'ont peut-être pas toutes les informations qu'il faut, mais qui se jettent dans l'aventure et se disent, bon, je vais me battre. Si je ne me bats pas, je ne peux rien avoir. Donc, comme on le dit, qui ne tente rien à rien. Ils se disent, je vais tenter l'aventure, je vais y aller. Peut-être que si ces jeunes-là avaient tous les contours de cette aventure, quand bien même aujourd'hui, il est facile d'avoir des informations. Déplorables, de façon déplorable, on peut dire oui, il y en a qui n'en ont pas. Parce que je connais également des jeunes qui, c'est à l'aventure qu'ils réalisent maintenant toute la difficulté, la peine qu'ils se sont donnés. Parce que, mettons-nous à l'aise et essayons de faire le diagnostic. Quelqu'un qui se lève de chez lui, vous avez au moins un chien quelque part où vous mettez la tête, vous vous couchez, se lève de chez lui et qui doit prendre peut-être un navire sans aucune sécurité et voguer à tout vent pendant des jours et des jours, ou passer dans le désert pendant des jours et des jours avec tous les risques que cela comporte en termes d'attaque de djihadistes pour ceux qui passent par le désert et les risques en termes de naufrage pour ceux qui passent par les voies maritimes. Mais imaginez quelqu'un qui connaît tout cela, mais qui en dépit de tout cela, se permet quand même de prendre le risque et de se dire, attention, moi, je vais y aller, je suis prêt à affronter vents et marées, je pourrais même mourir en route, c'est pas grave, au moins je serai dans la quête de l'idéal. Quelqu'un qui dit cela, ce qu'il a comme motivation dépasse les consignes, ça dépasse la malinformation. C'est quelqu'un qui est déjà foncièrement borné, qui se dit que mon bonheur n'est qu'à l'extérieur et je ferai tout pour y arriver. Il y a aussi le fait que si je prends le cas de la malinformation ou de la désinformation, il y a aussi le fait que
il faut ajouter le suivisme. Mon ami est allé, ça lui a marché, il faut que moi aussi j'aille. Ou bien quelqu'un vous dit, c'est 2 ans de peine seulement, hein, si vous arrivez, vous allez souffrir 2 ans seulement et puis la vie va changer pour vous. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte quand on parle de migration clandestine. Il y a beaucoup de choses. Il y a les mauvais conseils qui sont dedans. Mais je pense que c'est parfois un mal pour un bien. Si cet aspect de la chose était oublié, c'est le moment pour les dirigeants de saisir la balle au bon et de profiter pour trouver la formule, cette fois-ci, à travers les canaux convenables, pour informer les jeunes. Pour informer les jeunes de ce que l'aventure, le bonheur n'est pas toujours ailleurs. Moi, je constate, c'est vrai que le gouvernement prend ses responsabilités dans des cas de difficultés extrêmes. Le gouvernement prend ses responsabilités, mais rien ne peut effacer la peine que vous avez endurée déjà. Et avant de peut-être revenir encore à zéro et repartir, c'est déjà bien que des gens aient tenté ces aventures qui ont échoué. Et je pense que ces gens aujourd'hui, ces 250 personnes aujourd'hui, ce n'est pas petit, qui sont rentrées au pays, seront des canaux de communication pour les autres jeunes, seront des relais de la bonne information aujourd'hui pour dire que si vous pensez que c'est là-bas que vous allez trouver l'Eldorado, peut-être que vous vous trompez, à la seule condition que vous savez là où vous allez. On ne va pas à une aventure dans un vide, mais ça vient réveiller le sous-emploi, le chômage, les diplômés sans emploi dans nos pays. Pascal a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Ce que vous ne voulez pas faire dans votre pays parce que vous estimez que c'est rien, c'est ça que vous faites chez les autres. On voit des gens qui balaient les rues, des gens qui sont dans les supermarchés, des gens qui sont, voilà, parfois même dans des métiers indécents, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont venus parce qu'on leur a dit que c'est là-bas qu'on va se réaliser, c'est beaucoup de choses. Pascal Aguerundé disait aussi qu'il y a d'autres qui refusent de venir parce que tant qu'ils ne trouvent pas la solution là-bas, ils se disent que s'ils viennent ici, c'est la honte. Oui, il y a ça aussi. Parce qu'en partant, vous avez fait croire aux gens que c'est fini pour vous, que vous êtes désormais de l'autre côté, votre vie change et que vous devez revenir encore partager les mêmes peines. Parfois, c'est ça. L'homme, l'instinct humain n'aime pas quitter l'échelle supérieure pour l'échelle inférieure. C'est difficile à accepter. C'est vrai que quand on veut vivre, on ne doit pas considérer ces choses-là. Mais l'homme n'aime pas montrer qu'il a échoué. Voilà. On n'aime pas montrer qu'on a échoué. L'ego, c'est le piège. On veut s'assurer. Il y a des gens qui souffrent en Europe. Et puis, Prosper, je me permets de compléter quand même cette idée-là que tu développais déjà. Mais il faut réaliser que ceux qui y vont, en fait, quand ils ont l'occasion d'arriver une fois au pays pour peut-être un court séjour, mais font bombance. Ils arrivent, ils font bombance. S'il faut louer un véhicule de luxe, ils louent. C'est que les petites économies qui se sont faites là-bas, ils viennent ici les vider, mais les vider dans une vie de pacha. De quoi? Exactement, de quoi donner envie à d'autres personnes d'y aller, mais en même temps de quoi montrer à d'autres personnes, ah ben oui, je suis parti, j'ai trimé, j'ai réussi. Mais au finish, dès qu'ils retournent, c'est pour galérer encore à nouveau. Donc je trouve que c'est une vie qu'ils s'imposent avec peine et misère. Ils s'imposent une vie avec peine et misère, et il y a le m'as-tu vu, montrer à l'autre qu'on a réussi, et on se met la pression inutilement, alors qu'on n'a pas à se comparer à telle ou telle personne. Il y en a qui, dans le même contexte, ils vont, mais finissent par réussir. On connaît le cas d'illustres personnes, de grands cinéastes, pour ne pas en citer d'ailleurs, de grands sportifs voilà, mais tous les cas ne font pas école. Tous les cas ne font pas école. Mais je voudrais, si vous me permettez, que nous profitions quand même de l'occasion pour dire à ces personnes-là qui sont revenues que ce n'est pas la fin du monde. Du tout. Pas du tout. Ce n'est pas la fin du monde parce que rien ne dit qu'ils ne vont pas encore essayer de repartir à la première occasion. C'est pourquoi il faut vraiment saluer l'effort que le gouvernement fait. Voilà. On dit que ces rapatriés vont servir peut-être de canaux de communication. Voilà. Et c'est un couteau à double tranchant. En même temps, cela peut être, je dirais, capitalisé sous forme de canaux de communication, de sensibilisation. Mais dans le même temps, si l'on ne s'occupe pas très bien de la santé psychosociale de ces personnes-là, de comment est-ce que ces personnes vivent leur retour, parce que c'est un peu comme une déchéance pour eux. Ils auront du mal à retourner dans leur quartier où ils ont peut-être déjà dit au revoir à tel et tel. Ils ont déjà dit peut-être à la petite copine qu'ils reviendraient à plein d'audace. Ils ont déjà dit à des gens qui vont peut-être les aider à venir à leur tour. Donc, c'est difficile de retrouver de retourner maintenant dans ce même quartier-là et de montrer que l'on a piteusement échoué et qu'il a même fallu que le gouvernement vienne à notre aide pour que nous puissions revenir chez nous. Mais moi, je voudrais leur dire que la vie ne s'arrête pas à un échec. Pas du tout. Et qu'ils ont à reconsidérer leur
position par rapport au bonheur. Et ce n'est pas que l'extérieur est forcément mauvais, ils peuvent y aller, mais qu'ils y aillent dans des conditions meilleures. Cela, il va également de leur personnalité, cela, il va de leur notoriété, qu'ils cherchent à se battre. Il y a des canaux pour se battre. Si vous êtes diplômé, vous pouvez chercher à avoir des bourses. Peut-être qu'ils ont eu à essayer déjà, mais il faut essayer quand on va démarrer. Je préfère y aller dans des conditions qui m'honorent que de miser sur ma vie pour pouvoir y aller et au finish me retrouver peut-être dans des situations qui sont celles que ces personnes-là vivent aujourd'hui. Mais nous pouvons quand même dire que le gouvernement essaie déjà d'accompagner à travers tout ce que l'on fait déjà. Nous avons appris qu'il y a quand même un kit qui a été nécessité, et il y a un accompagnement psychosocial et que ces personnes-là ont été quand même également évaluées pour qu'on voit leur profil, quels sont leurs besoins, qu'il y a également un accompagnement financier, agent de poche et tout, que cela ne s'arrête pas là, qu'on aille plus loin pour voir comment faire en sorte que ces personnes-là trouvent quand même un peu leur place dans la société ici et se valorisent elles-mêmes pour être davantage valorisées. Oui, justement, Prosper, quand ces aides que le gouvernement est en train d'apporter à ces rapatriés, qu'est-ce que cela représente pour ces derniers-là? Beaucoup de choses. Il faut d'abord remercier le gouvernement d'avoir pris ses responsabilités parce qu'on parle de compatriotes. Et dans la Constitution, c'est dit que c'est l'État qui est garant du bien-être des citoyens. On n'a pas dit du bien-être des citoyens qui sont sur le territoire, où qu'ils soient. Si c'est un citoyen d'un pays, je pense que le pays a la responsabilité de protéger ce citoyen. Donc le fait déjà de se battre pour qu'ils reviennent dans leur pays, c'est déjà une très bonne chose. C'est une responsabilité, un rôle régalien que le gouvernement a joué pleinement. Ensuite, leur permettre de faire les premiers pas vers les premiers besoins, il faut dire. Après, ils vont rentrer dans les familles, la vie va continuer. Mais déjà, le fait de leur permettre d'avoir les premières nécessités, d'avoir un peu quelque chose dans la poche pour ne serait-ce que respirer un peu, c'est une très bonne chose. Je trouve ça bien. Le gouvernement a totalement pris ses responsabilités. Parce qu'une chose est de les ramener, mais une chose est de leur permettre de se relancer, une chose est de leur permettre de reprendre la vie normalement. Donc, c'est tout un ensemble qui a été bien fait, c'est un pacte qui a été bien préparé. Je pense que si on veut prendre une responsabilité, il faut la prendre jusqu'au bout. C'est ce que le gouvernement a fait. C'est salutaire. Maintenant, il faut continuer parce que 2 jours, 3 jours, ça ne suffit pas. L'accompagnement psychosocial, il faut permettre à ceux-là de savoir que si vous prenez un risque et que ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. Si vous avez échoué, ce n'est pas la fin du monde. La vie reste encore devant vous. Tant que vous n'êtes pas mort, vous pouvez réaliser vos rêves tous les jours. Donc, il faut les accompagner, il faut les travailler psychologiquement et il faut reconnaître leurs compétences. S'il y a qui peuvent s'insérer, il faut le faire. Mais attention, il ne faut pas faire en sorte à les insérer aussi facilement. Ça va être encore une porte ouverte à ces mêmes risques. Parce que si mon confrère, mon voisin du village a pris le risque d'aller, et il est allé, il a échoué, il est revenu, et que le gouvernement lui permette de s'installer, de s'insérer facilement dans la vie, et tout devient facile pour lui. Ah, attention, vous demandez aux autres d'aller se confronter aux mêmes difficultés, qu'on les ramène et qu'on leur donne la vie facile aussi. C'est vrai, certains parmi ceux-là ont des diplômes qu'ils viennent faire la route normale au pays. S'il y a des concours, ils essaient. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, la vie continue. Donc, on ne leur donne pas toutes les facilités possibles pour montrer à ceux qui ont refusé de prendre des risques que oui, si vous prenez ce risque-là, voilà comment vous pouvez finir. Voilà la meilleure vie qui vous attend après. Voilà comment le gouvernement peut vous prendre avec les 2 mains. Donc, qu'on ne leur donne pas toutes les facilités possibles, qu'on les accompagne un peu et qu'on leur permette de refaire le même chemin que les autres qui sont au pays pour montrer aux autres que ce n'est pas parce que vous avez échoué ailleurs que vous avez la lassitude d'être pris en charge par un gouvernement jusqu'au bout. Non, vous êtes comme les autres Béninois aussi, qui sont restés au pays, qui sont restés dans la galère, dans le calvaire, qui ont traversé la douleur aussi, qui sont là, qui ne sont pas partis. Donc, si vous êtes allé, vous avez échoué, vous êtes revenu, voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce qu'on a fait. On vous a ramené, on vous a permis de s'installer, de prendre les premiers repas. C'est bon. Maintenant, reprenez le chemin, faites comme les autres. Vous insérer dans la vie. S'il y a travail, battez-vous pour en avoir. Si on leur donne toutes les facilités, moi je crains que ce soit la porte ouverte au même circuit parce que la fin, elle est bonne. Oui, Pascal. Mais écoutez, quand on évalue le risque et qu'on voit l'arrivée, on sait si l'on peut prendre ce risque-là. Est-ce qu'on peut prendre le risque de mourir simplement pour être inséré pour un emploi? Parce que, oui, parce que de toute évidence, mettons-nous à l'aise, de toute évidence, c'est que s'il y a des facilités, ces facilités seront accordées.
puisqu'on s'occupe toujours des personnes qui sont plus vulnérables. C'est dans toutes les sphères de la vie. Et je n'en cite que pour preuve, par évidence, la parabole de l'enfant prodigue. Je dis ça pour matérialiser la chose. Quand vous voyez quelqu'un, un être cher qui vous revient, parce que cet être-là a peut-être eu un rêve trop grand et a trémé et est revenu, la famille l'accueille toujours autrement et on cherche à lui dire, tu as ta place ici. Et s'il faut faire peut-être des dérogations, ce qu'on appelle des discriminations positives, on le fait. Et on le fait d'ailleurs au Bénin pour certaines couches vulnérables. Il y a des couches vulnérables qui sont mieux, je dirais, prises en charge que d'autres. Donc je pense qu'à partir du moment où vous tombez dans une situation de vulnérabilité, le traitement est toujours différent. Dans le même temps, je comprends un peu le raisonnement de mon confrère, mais c'est pour dire, je demande à ces jeunes-là d'évaluer le risque. Parce que il faut déjà se réjouir que cela soit revenu, s'il n'était pas revenu. Donc, ce n'est pas un risque à prendre, c'est un risque trop grand pour qu'on se dise que l'on peut se permettre d'aller en aventure et espérer que le gouvernement vienne nous chercher et nous trouver un boulot. C'est un risque et un rêve trop grand. Il faut entrer dans la réalité. C'est l'occasion que nous avons également de dire que le gouvernement doit poursuivre les efforts. Parce que je pense que les dispositifs d'insertion des jeunes, d'emploi pour les jeunes, il y en a. Mais il faut vraiment faire en sorte que ces dispositifs-là soient mieux connus des jeunes, un, et deux, faire en sorte que plus de jeunes soient insérés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un emploi ou vous n'avez pas un emploi, il y a des mécanismes au niveau de la NPE. Quand vous voyez, par exemple, pour ceux qui ont un emploi, PSIE, par exemple, pour ceux qui ont de diplôme de moins, le PSIE, c'est un mécanisme quand même qui leur permet d'être soutenus par l'État dans leur début. Et après, ils sont confiés à l'entreprise. Quand ils font de bons résultats, l'entreprise les recrute. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui. Mais dans le même côté, il y a Azoli également pour ceux-là qui n'ont pas de diplôme. Donc je pense que toutes les personnes, tous les jeunes peuvent également essayer d'aller vers ces mécanismes-là. C'est peut-être faute d'information, mais l'information est désormais disponible. Allez vers la NPE et je demande au gouvernement et aux autorités également d'ouvrir davantage ces mécanismes-là pour que davantage de jeunes non seulement connaissent, mais s'intéressent et s'insèrent professionnellement parce que si tant est que c'est le besoin d'emploi, c'est le besoin de s'en sortir qui amène des gens à y aller, au moins si l'on peut réduire ce taux de personnes qui acceptent d'aller en aventure, si on peut réduire ce taux-là, en prévoyant des mécanismes plus grands, plus inclusifs d'emploi, je pense qu'on aurait déjà réussi à faire beaucoup. Maintenant, par ailleurs, pour du reste, il faut continuer la sensibilisation et montrer que la migration, c'est pas chose facile. Prosper Bordion-Nkodo, on peut dire que le gouvernement initie beaucoup de réformes dans le secteur de l'emploi pour lutter quand même contre le chômage au Bénin. Le gouvernement fait beaucoup. Le gouvernement fait beaucoup. D'abord, le fait déjà de faciliter peut-être les conditions aux agriculteurs, c'est un chemin de l'emploi. Lorsque les produits agricoles arrivent à couler facilement pour que l'agriculteur puisse jouir de ses efforts, c'est un chemin à l'emploi. Tout ce que Pascal a cité, PSIE, Azoli, la NPE, tout ce que vous pouvez dire, c'est des mécanismes aujourd'hui pour l'emploi. Mais le hic, c'est que l'information ne circule pas bien. Quand vous dites ça, on va vous dire non, c'est parce que vous ne cherchez pas. L'information se trouve dans les villes. Il faut apporter l'information aux jeunes dans les villages. L'information se trouve dans les villes. À Cotonou, la NPE, c'est facile à trouver. C'est vrai, on va me dire qu'il y a des antennes dans les départements, dans les communes, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas l'habitude d'un petit du village d'aller vers la mairie ou je ne sais pas pour dire donnez-moi telle information. Et nous savons combien c'est compliqué l'accueil dans ces zones-là et tout. L'information est disponible en ville. Ça, je suis d'accord. En ville, c'est facile. Les mécanismes de communication, la télé, la radio, en ville, tout est facile. C'est vrai que les réseaux sociaux existent aujourd'hui, mais le travail reste à faire. Il faut communiquer. Il faut beaucoup communiquer sur les initiatives du gouvernement. Le gouvernement en fait énormément. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Azoli, le projet Suède, PSIE, il y a la GDIZ, il y a les aspirants qui sont recrutés régulièrement. Il y a pas mal de choses, pas mal. Mais l'information reste un peu dans les villes, dans les zones un peu urbaines. Et moi, j'aurais souhaité que l'information soit apportée. Ne demandez pas à un jeune qui se trouve dans un coin où il doit parcourir des kilomètres pour venir s'informer à une agence départementale ou, je sais, de la NPE.
il ne sait même pas que c'est possible, il ne sait même pas qu'on peut aller chercher l'information. Et la distance à parcourir, c'est énorme. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut développer des mécanismes, il faut réfléchir jour après jour pour que l'information aille aux jeunes où qu'ils se trouvent aujourd'hui, dans son village, dans son coin. Il faut que l'information aille aux jeunes pour leur dire que des opportunités existent, que c'est à eux maintenant de saisir ces opportunités à tel ou tel prix. Et il faut continuer la lutte contre la corruption. C'est aussi un phénomène qui détruit la jeunesse beaucoup plus. Il y a un concours, il y a un emploi, et c'est fixé dans la tête du jeune que seuls les enfants à tel niveau peuvent réussir, ou ceux qui peuvent faire tel effort sont assujettis, sont destinés à réussir à des concours. C'est des concours de circonstances qui bloquent les efforts aussi. La lutte contre la corruption doit être une réalité jour après jour pour montrer aux jeunes que si vous avez les compétences, si vous avez vraiment les compétences et vous participez à un test, tout sera tellement bien fait pour que vous puissiez passer le cap si vous avez vraiment la compétence. Mais à l'état où les choses sont, il y a trop d'illusions, ou parfois même au sommet, ça existe encore. La lutte contre la corruption n'est pas encore totalement gagnée. Il faut continuer cette lutte. Il faut montrer aux jeunes que, dans leur pays, il faut montrer que nous avons l'égalité de droit dans le pays, que nous avons les mêmes chances dans le pays. Et comme ça, je pense que ça va changer un peu les mentalités, ça va changer un peu les manières de faire. Si un jeune sait qu'avec ce qu'il a comme compétence, il va à un concours, il a 90% de chances de réussir, sinon 100% même de chances de réussir, je parie qu'à chaque fois, il va toujours tenter sa chance. Mais s'il pense qu'il a échoué d'avance, ça pose problème. Deux phrases, enseigne Pascal, oui. Mais déjà, je voudrais dire aux jeunes que le bonheur est possible ici. Le bonheur est possible au Bénin. Et la deuxième chose, l'extérieur n'est pas mauvais en soi. Pas du tout. La plupart des cadres et des autorités ont d'ailleurs leurs enfants à l'extérieur parce qu'ils rêvent pour leurs enfants un avenir grandiose. Mais il faut y aller dans les normes en fait. Il faut y aller dans les normes parce que ce n'est que cela qui vous aide à trouver les voies et moyens pour vous en sortir de façon, je dirais, droite et avec notoriété. Dans l'extérieur n'est pas mauvais, il faut aller dans les normes. Merci Pascal Agueoudé. Alors nous allons aborder le deuxième sujet. Le 1er décembre 2024, au cours de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a mis en lumière les progrès significatifs réalisés par le Bénin dans la lutte contre le VIH-Sida. Prosper Vandiaounka, première impression à prendre. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle qu'une épidémie comme le sida connaisse de la régression dans les chiffres aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas sans savoir combien cette maladie a terrorisé le monde. C'est beaucoup de décès. En l'espace de 40 ans, on vous parle de plus de 40 millions de décès par le VIH-Sida. Plus de 40 millions aujourd'hui. Les chiffres aussi ne sont pas aussi améliorés que ça, mais il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu plus de 70% de diminution de taux de contamination de cette maladie aujourd'hui. Il y a eu beaucoup plus de chiffres en matière de prise en charge de cette maladie aujourd'hui. Je pense que ce sont des efforts. Le Bénin n'est pas du reste. Le Bénin aussi s'est véritablement battu avec les structures qui ont fonctionné dans ce cadre-là. Je pense que comme on peut le demander comme un citoyen, comme nous pouvons exiger, cette lutte-là, c'est une maladie qui n'a pas forcément de remède aujourd'hui, mais les efforts dans le sens de la diminution des cas de contamination sont vraiment louables au Bénin. On parle de contamination mère-enfant. Il y a eu beaucoup d'efforts qui sont réalisés dans ce sens. C'est très bien. Il faut saluer ces gouvernements qui se sont succédés, qui n'ont pas abandonné la lutte, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que le sida, on n'en parle plus. Si vous sortez ce nom-là, quelque part dans une discussion, on vous dit « Ah, cette maladie existe encore, on en parle encore », alors que le mal est toujours là. Les chiffres sont toujours assez évocateurs. Donc, la lutte ne doit pas s'arrêter. C'est là que je salue ces gouvernements qui se sont succédés, qui n'ont pas baissé les bras, qui continuent d'investir dans la lutte contre cette maladie aujourd'hui, ou surtout dans la prise en charge de ceux qui portent le virus aujourd'hui. On les appelle les personnes vivant avec le VIH-Sida, les PV-VIH. On ne parle plus de séropositifs et tout. Les termes ont évolué, c'est la science, d'accord. Mais
les efforts sont louables et il faut continuer à en faire. Tant que ce n'est pas fini, je pense qu'on ne doit pas baisser les bras. Il faut continuer à se battre pour que l'information, la sensibilisation porte ses fruits jour après jour et que dans 5 ans, dans 10 ans, que les chiffres soient encore revus drastiquement à la baisse. Je pense que ça fera du bien. Une épidémie qui n'a pas encore de remède, mais le taux de prévalence de cette épidémie au sein de la population béninoise a considérablement baissé. On sait Pascal Aguirre. Et ce n'est que salutaire, parce que l'on connaît combien ce mal-là a pu terroriser beaucoup de personnes. Et dès que vous en entendez parler, vous êtes déjà abattu. Je me rappelle encore les débuts foudroyants de cette épidémie, où je vous assure que la moindre chose vous fait peur et vous fait penser à un état séropositif. Donc la moindre chose pouvait déstabiliser, et c'est sans compter ceux-là qui, dès qu'ils apprennent qu'ils le sont, pouvaient être abattus et même, je dirais, mourir simplement de cet état psychologique-là. Et il y a eu plusieurs cas du genre. Mais aujourd'hui, on doit se réjouir de ce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et de sorte à ce que le taux de prévalence soit réduit, que le taux d'infection également soit réduit. Donc, on doit saluer ces mesures et davantage saluer les mesures psychosanitaires qui sont prises, parce que la prise en charge des personnes qui vivent avec ce mal. Et aujourd'hui, comme l'a dit mon confrère, on se demande si le mal existe. Cela nous amène à avoir deux revers de la situation. Le premier, c'est déjà que, attention, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, des efforts sont faits pour minimiser un peu les risques, minimiser également un peu l'ampleur de la maladie sur la population. Mais la deuxième chose également, qui n'est pas forcément négative, c'est que, attention, d'aucuns pourraient penser que on peut baisser la garde parce qu'on n'en parle plus. Ça veut forcément dire que peut-être que le mal n'est plus si incisif que ça. Alors qu'il reste incisif, il reste dangereux et il reste même drastique. Mais je pense simplement qu'aujourd'hui, il faut prendre plus de précautions. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mesures. On parle de beaucoup de méthodes qui ne sont pas forcément acceptées, je dirais, d'un camp à un autre. Mais de toutes les façons, il faut nous rendre à l'évidence que le mal a baissé parce qu'il y a plus de prudence, mais deux, il y a des mesures d'accompagnement qui font que l'on sait davantage comment faire. Aujourd'hui, vous avez une mère qui est peut-être qui porte le virus, mais qui ne va pas transmettre à l'enfant parce que désormais, elle est prise en charge. Dès qu'on sait que, attention, elle est dans tel état, on sait comment est-ce qu'elle doit se comporter pour que l'enfant ne puisse pas contracter le mal. C'est tout cela qui participe aujourd'hui des progrès que nous réalisons en la matière. Vous vous souvenez qu'en septembre dernier, nous avons accueilli la directrice générale de l'ONU-SIDA, qui est également secrétaire général adjoint de l'ONU. Elle était arrivée, elle a rencontré le chef de l'État et elle avait déjà salué le Bénin pour ses efforts. C'est l'un des pays qui contribue à plus de 30% à la mobilisation contre cette lutte-là. Et en même temps, elle avait salué également la réduction du taux d'infection au Bénin. Et ces choses-là, c'était déjà des signaux forts. Le président, à l'occasion de l'audience, avait d'ailleurs également réaffirmé son engagement à poursuivre encore avec le financement de tous les mécanismes de lutte contre le VIH-Sida et contribuer, je dirais même participer de façon plus ardue à la prise en charge psychosanitaire. Malgré ces progrès, vous étiez en train de dire, Prosper Volontiers, encore que la lutte doit continuer en faisant quoi, par exemple? Oui, la lutte doit continuer parce qu'aujourd'hui, dans les coins reculés du pays, si vous parlez de cette maladie, on vous dira que ça n'existe plus. Le Béninois, dans les zones reculées, vous dira que c'est fini, qu'on n'en parle plus, que c'est une vieille maladie, que c'est rangé depuis, que lui n'en a plus jamais entendu parler. Alors que cette façon de penser, c'est une porte ouverte, c'est un danger encore à la maladie si rien n'est fait. Donc, la sensibilisation doit continuer. J'imagine, parce que nous avons un centre national de lutte contre le VIH-Sida, comme les autres épidémies, la tuberculose et tout. Il faut que ces centres soient vraiment actifs. Actifs en ce sens qu'il faut être sur le terrain. Il faut sensibiliser. Nous sommes convaincus que aujourd'hui, on en parle moins dans les médias. C'est vous qui avez ressorti ce sujet. Il y a un moment, je n'en ai plus entendu parler. Donc, il faut que ces responsables de ces centres-là puissent encore retourner sur le terrain, puissent encore aller parler. Il faut parler encore et encore. Il faut faire en sorte, dans les écoles,
dans les structures de formation professionnelle, ainsi de suite, il faut parler encore. Il faut parler aux jeunes filles, il faut parler aux jeunes garçons, il faut parler à toutes les personnes pour qu'on puisse continuer, pas croire que le mal existe. Le fait de croire que le mal n'existe plus est un danger. Donc, il faut remettre ça dans la tête pour que les gens sachent encore que le mal n'est pas parti. C'est là, même si les chiffres sont drastiquement en baisse, il faut redonner encore l'information de ce que le mal existe. Donc, pour me résumer, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à en parler. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel, je ne maîtrise plus les chiffres au niveau de la fréquentation des hôpitaux par rapport au mal, mais j'ai l'impression que par le passé, la honte que constituait cette maladie, c'est-à-dire si vous portez le mal là, vous n'avez plus le droit de sortir, les gens ne doivent plus vous voir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que de plus en plus, on fait la protection de l'information autour de ces personnes. Donc, ce n'est plus aujourd'hui une maladie de honte parce que vous pouvez porter le mal et la communauté ne va pas savoir. À cause des antirétroviraux, vous ne faites pas forcément le mal, c'est-à-dire vous ne développez pas forcément les symptômes du mal. Donc, ce n'est plus aujourd'hui une maladie de honte parce que ce n'est plus visible sur quelqu'un aujourd'hui de plus en plus. Mais ça ne doit pas arrêter le processus de sensibilisation. Il faut continuer à parler, il faut continuer à porter l'information, il faut continuer à dire aux gens que ce n'est pas fini. La preuve aujourd'hui, Covid-19, on n'en parle plus forcément. Je ne sais pas si c'est fini, mais on n'en parle plus forcément. Ces épidémies qui ont frappé le monde, il ne faut jamais arrêter de parler, il ne faut jamais arrêter de sensibiliser pour que les gestes barrières, les méthodes de prévention puissent continuer à faire objet de quotidien des citoyens. Et là, je pense que si on continue de sensibiliser, si les efforts se poursuivent comme c'est le cas actuellement, dans 10 ans, on risque de dire que le mal est fini, comme on en a dit de la polio, à un moment donné que des pays comme le Bénin sont hors de la polio. Donc, je suis sûr que si les efforts actuels continuent, on dira plus tard que le Bénin, comme bien d'autres pays, sont hors du danger en parlant du sida. Conseil Pascal Aguehoundé, Prosper encore disait que le sida aujourd'hui n'est plus une maladie de honte. Et justement, lors de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le thème mis à l'honneur invite quand même tous les citoyens à respecter les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Comment avez-vous apprécié le choix de ce thème-là? Déjà, c'est un thème qui dit tout de ce que ces personnes sont, des personnes comme nous. Et nous savons que la vie humaine, notre constitution l'a martelé, la vie humaine est sacrée et inviolable. Et de la même façon, nous savons également que nous sommes tous égaux devant la loi et qu'il faille accorder à ces personnes-là la même considération qu'à tout autre. Voilà, quelconque que tout le monde pourrait contracter à tout moment. Donc, forcément, il faut qu'il y ait plus d'égards envers ces personnes et qu'on se dise qu'on ne les stigmatise pas. Parce que l'on a tendance à le faire. Dès qu'on apprend qu'il y a telle personne qui est infectée, qu'il y a telle personne qui a tel souci ou telle difficulté, alors on commence à stigmatiser la personne, on la pointe du doigt. Voici, est-ce que ce n'est pas la personne qui a telle chose, ça? Oui. Et quand vous commencez à voir ces comportements, ces personnes-là, déjà ayant un mental un peu fragilisé, vont tout de suite sentir qu'on les stigmatise, ces personnes se replient davantage sur elles-mêmes et l'inévitable peut facilement arriver dans ce genre de circonstances-là où les personnes se sentent un peu rejetées, un peu discriminées. Et cela nous amène à faire beaucoup plus attention aux personnes vulnérables. Et aujourd'hui, le mal n'est plus si visible. Prosper l'a rappelé, ce n'est plus si visible. C'est tant mieux parce qu'aujourd'hui, vous pouvez côtoyer quelqu'un qui porte le virus sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous voyez quelqu'un qui est apparemment très bien portant et je dirais même très élégant, très beau, et à bon point, voilà, et puis vous vous dites, celui-là, mais il est plein de vie, celui-là, il doit être, je dirais, peut-être, il doit être le plus en bonne santé du monde, mais parfois c'est celui-là même qui a le mal. Mais aujourd'hui, à cause des arrivées, de tout ce qu'il y a comme précaution, aujourd'hui, cette personne-là peut vivre normalement, et c'est tant mieux, parce que déjà, au moins physiquement, ça évite qu'on stigmatise la personne, qu'on la reconnaisse simplement rien qu'à ses traits de caractéristiques physiques et tout. Donc, je pense que c'est un très bon thème et ce thème interpelle toute la population, interpelle aussi bien les autorités que les communautés,
mais c'est également ces personnes qui vivent avec le mal. Parce que déjà, l'estime de soi, c'est le début déjà de la bonne santé. Il faut que ces personnes se disent, j'ai les mêmes droits que toute autre personne et j'ai accès aux mêmes, je dirais, facilités que toute autre personne. En termes d'emploi, on ne dira pas, il y a tel concours, ceux qui ont tel mal ne postulent, non, pas du tout. Donc, j'ai les mêmes opportunités que toute autre personne, j'ai les mêmes droits. Ensuite, les gouvernants doivent tout faire pour que jamais dans les politiques publiques, on sente qu'il y a une certaine discrimination à l'égard de telle ou telle couche qui serait peut-être porteuse de tel ou tel mal. Voilà, c'est des choses qui peuvent davantage fragiliser ces personnes-là. Et en dernier ressort, les communautés, leurs proches doivent faire attention non seulement à leurs commentaires désobligeants, mais également à leur attitude à l'égard des personnes qu'elles identifient comme étant peut-être des personnes porteuses de ce mal-là. Essayer de les faire se sentir en société. Ça ne veut pas dire baisser la garde et contracter le mal, pas du tout. Mais ça veut plutôt dire donner toute la considération dont l'homme a besoin et en même temps se donner également des raisons d'éviter le mal, des raisons de continuer à prendre les précautions nécessaires pour éviter. Vous savez, c'est une maladie comme tout autre. Hein. Entre-temps, dans un passé lointain, on a l'impression que c'est une maladie sexuelle, sexuellement transmissible uniquement. Et cet aspect a fait que quand quelqu'un porte le mal, c'est l'étiquette qu'on lui colle en premier. Si c'est un homme, on dit il se promène de femme en femme. Si c'est une femme, on dit elle se promène d'homme en homme. Et ça faisait partie des paroles stigmatisantes en son temps. Ça fait que voilà, le mal avait ce caractère honteux entre-temps. Mais aujourd'hui, je pense que le message a beaucoup porté où on peut réaliser aujourd'hui que ce n'est pas une maladie uniquement sexuellement transmissible. C'est une maladie de sang. Vous pouvez la contracter à travers les objets tranchants. Vous pouvez la contracter chez le coiffeur, ainsi de suite. Donc, c'est autant de messages à passer pour que les gens puissent reconnaître que c'est une maladie quelconque aujourd'hui. Ça a beau faire ravage. Les chiffres sont effroyants, tout ce qu'on peut dire. Mais c'est une maladie quelconque aujourd'hui qui n'est pas une personne. Tout le monde peut la contracter. C'est dans ce sens que nous devons faire les efforts. Et c'est dans ce sens que nous devons considérer ceux qui portent le virus. Si éventuellement on les reconnaît, il faut les porter, il faut les aimer, il faut les entourer d'affection comme il le faut parce que le mal que ces personnes ont, tout le monde peut l'avoir. Donc, ils ne sont pas différents, ces personnes ne sont pas différentes, ces personnes ne sont pas extraordinaires. Donc, c'est une maladie de tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas une maladie sexuelle, ce n'est pas une maladie quand quelqu'un porte ça. On pense que non, c'est celui qui se promène de sexe en sexe et tout ça. Donc, il faut faire en sorte à intégrer ces messages dans la psychologie pour que les gens sachent que si quelqu'un a cette maladie, c'est comme les autres maladies qu'on peut avoir à tout moment et partout. Si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas attention. Voilà. Le troisième sujet, pour la première fois depuis 1962, l'Assemblée nationale française a censuré le gouvernement de Michel Barnier. En effet, les députés de la gauche et du Rassemblement national ont adopté une motion de censure du nouveau Front populaire, une deuxième dans l'histoire de la 5e République. Avez-vous vu arriver cela, Prosper Bondianko? Oui et non. Oui, parce que ces derniers temps, il y a eu une tempête du côté de la France. Ça va dans tous les sens et on a l'impression qu'un mal arrive. Non, parce que un gouvernement n'est pas, pour moi, n'est pas forcément du ressort de l'Assemblée nationale. Ce sont des postes nominatifs en quelque sorte, donc qui reviennent à un président de la République de faire son équipe, de la défaire comme il veut. Maintenant, qu'on me dise que c'est allé jusqu'à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale a censuré un gouvernement, cassé le gouvernement, sorti le Premier ministre, je ne voyais pas ça venir dans le contexte où j'ai l'impression qu'un gouvernement, c'est l'équipe du président et non l'équipe de la République, c'est l'équipe du président. Et donc, c'est le président qui a le ressort de sortir qui il veut et de faire entrer qui il veut. Maintenant, je ne savais pas ça pouvait être aussi facile que ça. Vous rappeliez la génération de Pompidou et du général Charles de Gaulle de 1962, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je ne savais pas que ça pouvait encore revenir dans une république comme la France où la démocratie est prônée. Maintenant, la tempête de ces derniers temps a montré que ça ne tenait qu'au bout d'un fil et que tout peut arriver au gouvernement du président Macron. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je ne croyais pas, parce que ça fait longtemps que c'est arrivé dans le pays, mais je
je peux l'imaginer, parce qu'il y a une tempête depuis quelque temps qui secouait un peu Emmanuel Macron, où il est même soupçonné de partir même avant la fin de son mandat. Des élections anticipées sont dans les têtes en France. Donc, tout pouvait arriver à un gouvernement où le président n'est plus en odeur de sainteté avec le peuple. Okay. Anselme Pascal Aguerundé, selon vous, quelles leçons l'Afrique ou le Bénin devrait tirer de cet événement en France, la France dont la démocratie est souvent prônée, comme l'a dit Prosper Vodjanko? Une importante leçon pour tous, c'est que les acteurs politiques et les communautés, quand ils en ont marre de vous, ne manqueront pas la petite occasion pour vous le faire sentir. Je pense que c'est une leçon pour tous. Mais au-delà, il faudrait comprendre également que le système français n'est pas le même que le nôtre et que cette disposition-là, telle qu'elle est énoncée dans la Constitution française, ne l'est pas forcément chez nous. C'est vrai que chez nous, nous avons l'article 58 qui parle des mesures exceptionnelles du chef de l'État. Mais de leur côté, l'article 49, alinéa 3, permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de tout son gouvernement sur un projet de loi de finances ou un projet de financement de la sécurité sociale. C'est ce qui a été fait. Et quand vous invoquez cet article-là à l'Assemblée nationale, c'est que c'est pile ou face, soit le projet est adopté et voté, ou quand il y a une motion de censure et que vous avez la malchance de voir cette motion de censure aboutir favorablement, c'est que vous êtes contraint de démissionner. C'est ce qui s'est passé. Mais il y avait déjà des signaux forts quand on analyse un peu la politique actuellement en France. On sent qu'il y a déjà un peu comme un partage de pouvoir. Le parti au pouvoir n'est plus si fort. Vous savez que les dernières élections législatives, quand même, on fait perdre beaucoup de plumes à Emmanuel Macron. Donc, on pouvait déjà sentir qu'à la première occasion, attention au Parlement, le RN et les autres partis qui se réclament quand même très extrêmes feront sentir leur pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Et on attend aujourd'hui que le président lui-même démissionne. Mais il a dit, point question pour lui de démissionner. C'est sur vos propos que nous allons mettre fin à cette émission. Je rappelle, nous avons abordé 3 sujets. Nous avons parlé des Béninois en difficulté en Algérie, rapatriés de toute urgence, les progrès faits au Bénin dans la lutte contre le VIH-Sida après 40 ans. Et puis, nous avons parlé de l'actualité internationale qui suscite beaucoup d'attention actuellement. Je veux parler du renversement du gouvernement Barnier suite à une motion de censure. Sur ce plateau, nous étions avec Prosper Vodjanko de la radio Cap-FM et Anselme Pascal Aguerundé de La Nation. Merci, c'est tout pour la rubrique l'hebdo des éditorialistes, mais dimanche, c'est politique se poursuit.